L'information continue sur Al24 News. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce vendredi 21 mars. Génocide à Gaza, l'entité sioniste massacre sans broncher les civils palestiniens. Aucune zone n'est épargnée. Le bilan des victimes s'alourdit aujourd'hui à 49 617 martyrs, 112 950 blessés. En parallèle au génocide, la crise humanitaire s'accentue à Gaza et met en péril la vie de centaines de milliers de Palestiniens. L'UNRWA tire la sonnette d'alarme. Nouveau développement au Soudan, l'armée régulière dit avoir repris le contrôle sur le palais présidentiel alors que le bilan des violences fait état de 3 journalistes tués par les forces de soutien rapide. Enfin, qualification pour la Coupe du Monde 2026, l'Algérie dispose facilement à l'extérieur du Botswana 3-1 et fait un pas de plus vers la qualification. Madame, Monsieur, bonsoir. 4e jour consécutif depuis la reprise de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la violation du cessez-le-feu entrée en vigueur le 19 janvier dernier. Une agression particulièrement violente qui vient relancer un génocide de 15 mois contre le peuple palestinien. À l'issue des dernières 96 heures, le bilan global des victimes s'alourdit davantage. Il s'élève en ce vendredi 21 mars à 49 617 martyrs et 112 950 blessés. La barbarie sioniste en action cet après-midi à Haï at-Toufah, à l'est de la bande de Gaza. Au moins 6 martyrs et des dizaines de blessés sont tombés dans un bombardement ayant ciblé une maison. Parmi les victimes figuraient des enfants. La région de Habsan, à Khan Younis, sous un déluge de feu depuis hier. Au moins 2 martyrs et plusieurs blessés ont été signalés aujourd'hui dans un bombardement de l'armée sioniste. Et c'est avec la même barbarie que l'armée d'occupation sioniste a sauvagement bombardé l'hôpital de l'amitié turque dans la région de Netzarim à Gaza, le réduisant en poussière. Il s'agit de l'un des derniers hôpitaux assurant des soins contre le cancer. Les images se passent de tout commentaire. Bam! Bam! Et c'est toute honte but que le ministre de la Défense du gouvernement sioniste a ordonné à l'armée d'occupation de s'emparer de plus de terres palestiniennes dans la bande de Gaza. Il a en effet déclaré vouloir expulser la population palestinienne et étendre la zone de sécurité autour de la bande de Gaza grâce à une prise de contrôle permanente de la zone par l'entité sioniste. Je vous en parlais en titre. Face aux conséquences désastreuses de l'agression sioniste, l'UNRWA tire de nouveau la sonnette d'alarme quant à la situation humanitaire qui prévaut au sein de l'enclave palestinienne. L'agence onusienne alerte contre la diminution drastique des colis alimentaires distribués alors que nous sommes en plein mois de Ramadan, mais aussi la quasi-pénurie qui touche les médicaments et les différents équipements de survie.
La situation est extrêmement préoccupante. Les bombardements qui frappent la bande de Gaza ont causé des pertes humaines considérables ces 4 derniers jours. La plupart de ces décès survenant la nuit. Le ministère de la Santé fait état d'environ 600 morts, dont environ 200 femmes et enfants. Ce sont des tragédies absolument tragiques qui se produisent partout à Gaza. Tout cela s'inscrit dans un contexte où Gaza n'a reçu aucune aide depuis début mars, soit depuis environ 19 jours. Il s'agit donc de la période la plus longue depuis le début du conflit en octobre 2023, sans aucune aide extérieure. Il s'agit d'aide humanitaire, de produits commerciaux, mais aussi de carburant qui permet à tout de fonctionner ici. Du côté de la résistance palestinienne, la riposte à cette agression violente s'organise. Le mouvement Hamas et Kataib al-Qassam ont affirmé avoir pris pour cible la ville de Tel Aviv dans les territoires palestiniens occupés via un tir de roquette. Cette riposte intervient en réponse au massacre sioniste contre des civils, communique le Hamas. La riposte à l'agression sioniste intervient depuis le Yémen également. Les Houthis ont déclaré jeudi avoir mené une opération militaire qualitative ciblant l'entité sioniste avec un missile balistique hypersonique. Il s'agit, selon leur porte-parole, de la deuxième riposte en 24 heures. Et nous restons au Yémen où les États-Unis poursuivent leur agression sur le pays via des frappes sur la capitale Sanaa et qui a connu une nouvelle nuit de violence alors que des avions de guerre américains avaient mené plus tôt d'autres opérations aériennes sur une zone résidentielle dans la région d'El Tawra. La diplomatie chinoise réagit une nouvelle fois à l'escalade sioniste dans la bande de Gaza. Au Conseil de sécurité, Pékin appelle l'entité sioniste à cesser son offensive militaire contre Gaza et sollicite davantage d'efforts internationaux pour relancer une solution à 2 États, soulignant sa nécessité pour la sécurité durable des Palestiniens. Nous exhortons Israël à abandonner son obsession du recours à la force et à mettre fin à son opération militaire contre Gaza. Nous espérons que les garants de l'accord de cessez-le-feu adopteront une attitude juste et responsable et prendront des mesures pour promouvoir la mise en œuvre continue du cessez-le-feu en 3 phases, en vue d'un cessez-le-feu permanent à Gaza. Quoi qu'il se trouve chez eux, à Gaza, des centaines de familles palestiniennes victimes du génocide sont contraintes une nouvelle fois à l'exode pour fuir les bombes et le feu sioniste. Naila Hamouda. Avec quelques effets personnels pris à la hâte, sur une charrette tirée par un âne, quoique sur ces terres, cette famille palestinienne est contrainte de reprendre le chemin de l'exode, contrainte de fuir, de tout abandonner, de tenter de survivre à un génocide. La famille Junaid tente de rallier le sud sous injonction sioniste, alors que l'armée d'occupation interdit même la circulation sur l'axe Salah ad-Din, reliant le nord au sud de la bande de Gaza. Nous sommes là d'être déplacés, là de vivre. Cette tente est étouffante, on n'en peut plus. J'ai tant souffert pour trouver un emplacement et il est à côté des sanitaires. J'habite à côté des sanitaires de l'école, c'est le seul endroit pour moi. Nous sommes 8, les égouts débordent, c'est une épidémie. La vie est chère, le sucre est cher, les tomates sont chères, on ne peut pas vivre. Ballottés d'un refuge à un autre, Kader, sa femme et leurs 6 enfants ont fui vers une école transformée en refuge à Jabalia. Mais la foule des déplacés y était trop dense. Impossible d'y trouver une place. Nous étions dans une tente à côté de notre maison détruite et maintenant nous sommes obligés de retourner dans les écoles comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas une vie. Nous exhortons les médiateurs. C'est nous qui payons le prix fort avec nos femmes et nos enfants. Nous n'avons pas le temps de nous déplacer. Nous sommes déplacés tous les jours. Un refuge temporaire, un semblant de répit fragile. Mais pour combien de temps? Les conditions de vie sont insoutenables.
Nous souffrons du déplacement. Cela fait à peine 2 mois que nous sommes rentrés vivants sous une tente dans le quartier d'Esselem. Maintenant, nous sommes de nouveau déplacés vers l'école refuge de Fatima. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés ici et n'avons trouvé aucun endroit où loger. Dans cette errance sans fin, l'espoir s'amenuise. La menace est partout. Les habitants de Gaza n'ont rien à espérer. Assoiffés de sang, l'assassin sioniste continue de faire des victimes. Sous les tentes, dans les écoles, dans chaque coin de Gaza, les bombes et les missiles de l'occupant pourchassent les survivants. Vers où fuir quand il n'y a plus d'abri? Et du côté d'Al-Quds, en Cisjordanie occupée, les fidèles musulmans palestiniens bravent comme chaque vendredi l'interdit et les mesures drastiques dressées contre eux par l'entité sioniste afin de se rendre à la mosquée Al-Aqsa. Ils y étaient aujourd'hui près de 80 000 à observer la prière du vendredi. Allez, ouvrons à présent le dossier africain. Nouveau regain de tension au Soudan entre les forces armées régulières et les forces de soutien rapide. Des sources militaires citées par les agences de presse ont fait état de la mort de 3 journalistes. Ils auraient été tués lors d'une frappe de drone opérée par les éléments des FSR contre le palais présidentiel de Khartoum. La télévision soudanaise et des sources militaires ont annoncé la reprise de contrôle plus tôt vendredi. L'armée menait des opérations de ratissage autour du palais à la poursuite des membres des forces de soutien rapide. Les événements de ce vendredi constituent l'une des avancées les plus significatives dans un conflit qui dure depuis 2 ans et qui menace de fracturer tout un pays. Par ailleurs, l'armée soudanaise a également déclaré ce vendredi avoir pris le contrôle des ministères en plus du palais présidentiel à Khartoum. Au nom de Dieu, le plus clément, le plus miséricordieux, vendredi 21 mars 2025, notre peuple inébranlable et résilient, au terme d'une bataille héroïque et intemporelle, nos forces ont couronné leur succès aujourd'hui à Khartoum, où elles ont pu écraser les vestiges de la milice terroriste de Dagalo. Dans les zones du centre de Khartoum, le marché arabe, les bâtiments du palais républicain, symbole de la souveraineté, de la fierté et de la dignité du peuple soudanais, ainsi que les bâtiments des ministères. L'Algérie s'est systématiquement se heurte toujours à des tergiversations et à des atermoiements injustifiés et inexplicables de la part de la partie française en matière de coopération judiciaire. Dans un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement algérien a pris acte de la décision de la justice française d'opposer une fin de non-recevoir à la demande d'extradition de Abdeslam Bouchouareb, condamné par la justice algérienne dans de multiples affaires de corruption, de malversation et de trafic d'influence, causant au trésor algérien des pertes considérables en relevant l'absence de la coopération française. Le communiqué souligne par ailleurs que l'attitude française se singularise par rapport à celle d'autres partenaires européens qui coopèrent de manière sincère, loyale et sans arrière-pensée avec les autorités algériennes sur ce dossier des biens mal acquis dont ils connaissent la sensibilité extrême pour l'Algérie. Et pour approfondir ce nouveau développement dans la crise entre l'Algérie et la France, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. Saad Lanani, député des Algériens de l'étranger. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Monsieur Lanani, peut-on simplement parler d'hypocrisie française dans la gestion des affaires judiciaires, notamment lorsqu'il s'agit de l'Algérie?
Merci de m'accorder la parole. Je dis à tous les Algériens, Sahar Dankom, Sahar Siamkom. En ce qui concerne l'attitude de la partie française, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment caractérisée par une forme de schizophrénie, parce que au moment même où elle demande l'extradition, de récupérer Sansal, elle refuse la demande d'extradition qui a été formulée par le gouvernement algérien, par l'Algérie, à l'encontre de Abdeslam Bouchouareb, qui a été accusé, poursuivi dans des affaires de corruption, de malversation, condamné de trafic également, d'influence. Monsieur Lanani. Pardon ? Condamné également. Et également, tout à fait, oui, tout à fait, vous avez raison. Et donc, il en apprend par le même temps, via le communiqué du ministère des AE, qu'il y a eu quand même, la justice algérienne avait introduit 25 commissions rogatoires auprès de son homologue française pour essayer de récupérer ce monsieur. Mais malheureusement, la partie française a toujours opposé une fin de non-recevoir, autant sur le plan judiciaire que sur le plan politique, parce que la partie française, elle s'oppose également à toute idée de coopération dans le cadre judiciaire et juridique, malgré les accords qui existent entre l'Algérie et la France pour coopérer contre le terrorisme et le trafic d'argent sale. Merci Monsieur Saad Ladani pour cet éclairage. Je rappelle que l'on vous retrouve après ce journal dans le cadre de l'émission L'Échiquier international pour approfondir ce dossier. Et c'est sur fond d'une instrumentalisation scandaleuse des dossiers de coopération bilatérale entre Alger et Paris par l'extrême droite française et ses nouveaux sympathisants que l'exécutif français se noie dans ses propres contradictions et qui nuisent à la crédibilité de l'État français, notamment en matière de justice. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jérôme Cahuzac, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore dernièrement Bernard Carsini, la liste est longue et les délits sont souvent très graves. Mais il y a un point commun entre tous ces responsables politiques français condamnés à de lourdes peines ou sont en attente de verdict. Non, ou n'auront pas à passer ne serait-ce qu'un jour d'incarcération, profitant de mesures exceptionnelles d'aménagement des peines de prison n'excédant pas les 2 ans fermes. La France, version Retailleau, semble s'accommoder avec la protection des délinquants en col blanc au point d'en faire une véritable arlésienne lorsqu'il s'agit d'affaires judiciaires impliquant des responsables politiques. L'appareil judiciaire français serait-il à double vitesse ? Tout porte a priori à le croire et cela déteint gravement sur la nature des relations bilatérales en matière de coopération judiciaire avec des pays étrangers. Refuser d'extrader Abdeslam Bouchouareb, condamné en Algérie dans de multiples affaires de corruption, de malversation et de trafic d'influence d'une part, et s'entêter à renvoyer un simple ressortissant algérien résidant en France depuis plus de 30 ans en violation manifeste de son droit à un procès équitable et un jugement définitif prononcé en dernière instance est la parfaite illustration de cette vision binaire du droit, censée pourtant être immuable. L'instrumentalisation des affaires judiciaires à des fins politiques porte aujourd'hui gravement atteinte à la crédibilité des lois françaises et confond l'actuel exécutif français par son ADN fait de contradictions vis-à-vis de l'Algérie puisque la France a même refusé d'extrader des personnes dangereuses aux activités subversives jugées et condamnées en Algérie pour terrorisme. Incapables de faire preuve de raison, les nouveaux missionnaires des croisades anti-algériennes s'acharnent contre toute voix s'élevant en France pour appeler à la retenue, à gauche comme à droite, traitant Mélenchon d'antisémite, de Villepin d'islamo-gaulliste. Et c'est encore une fois la justice qui trahit les mauvaises intentions d'une partie de la France à l'égard de l'Algérie, car derrière la campagne insidieuse menée tambour battant par Retailleau et ses relais médiatiques et la course de petits chevaux de la droite est motivée par une autre affaire impliquant la leader de l'extrême droite française Marine Le Pen dans le dossier dit des assistants parlementaires européens où elle risque 5 ans de prison et une éventuelle inéligibilité pouvant la priver de la course à l'Élysée. Verdict qui sera prononcé le 31 mars prochain.
Le président tunisien Kais Saïed a décidé de limoger dans la nuit de jeudi à vendredi le Premier ministre Kamel Madouri, selon un communiqué de la présidence tunisienne. L'ancienne ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Sarah Zafrani Zenzri, a été chargée par le chef de l'État de diriger le gouvernement. La police espagnole a annoncé l'arrestation de 4 personnes dans la ville de Ceuta, enclave espagnole, dans le cadre d'une enquête en cours sur un réseau de contrebande de drogue lié au tunnel découvert en février dernier qui servait à transporter du cannabis sur la frontière maroco-espagnole. Direction l'Angleterre où l'aéroport Heathrow de Londres a été victime d'une gigantesque panne de courant provoquée par un incendie. La plus grande infrastructure aéroportuaire d'Europe a depuis été fermée. Plus de 1300 vols ont été annulés, plongeant le trafic aérien mondial dans une série de perturbations. Le 20 mars à 20h23, les pompiers de Londres ont reçu 212 appels pour un incendie dans un poste de haute tension près de l'aéroport d'Heathrow. L'incendie concernait un transformateur contenant 25 000 litres d'huile de refroidissement, complètement enflammé. Le danger était majeur en raison de l'équipement de haute tension toujours sous tension et de la nature de l'incendie alimenté par l'huile. Un mot de football, les Verts d'Algérie se sont imposés cet après-midi face au Botswana à l'extérieur dans le cadre de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique sur le score de 3-1. Amine Gouiri a ouvert la marque en première mi-temps avant qu'Amoura ne marque un doublé en deuxième période. Grâce à cette victoire importante, l'Algérie fait un pas de plus vers la qualification dans le groupe G. Allez, la suite de notre série de reportages consacrés au patrimoine algérien avec pour aujourd'hui une partie intégrante, ou devrais-je dire vivante, de l'Algérie, la Casbah d'Alger et sa légende qui transcende les époques et perpétue l'histoire. Asma Laïd et Houssine Daifallah vous y emmènent faire un tour. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah d'Alger, dont chaque rue a une histoire à raconter, chaque recoin un témoignage sur le passé glorieux de cette cité majestueuse. Donc nous sommes ici à l'intérieur d'une maison typique de la Casbah. Nous nous trouvons actuellement à l'intérieur d'une maison typique de la Casbah d'Alger qui se distingue par son architecture. Nous sommes ici dans le patio de la maison, ou Wast ad-Dar en arabe, le centre de la maison. C'est un élément caractéristique des maisons de la Casbah d'Alger et avant de rentrer à l'intérieur, on a tout d'abord le vestibule, appelé en arabe Sqifa. Les maisons de la Casbah sont tournées vers l'intérieur et non vers l'extérieur. C'est un système qui à la fois permet une ventilation naturelle, laisse entrer la lumière du jour et assure une intimité. On trouve aussi à l'intérieur des maisons un puits et un réservoir de la collecte des eaux pluviales appelé en arabe al-Jib. L'eau du puits sert à la consommation. Quant à l'eau du réservoir, elle est utilisée entre autres pour la douche, la vaisselle et laver les vêtements. En sillonnant les rues de la Casbah, nous avons fait une halte au musée du Shahid Ali Ammar, alias Ali Lapointe, un lieu de mémoire et de recueillement qui immortalise et perpétue la bravoure des résistants et des symboles de la révolution algérienne. Les touristes portent un intérêt particulier pour ce lieu emblématique. Donc رانا متواجدين لهنايا قدام un endroit historique très important اللي لازم نجوزوا عليه في les visites. Nous nous trouvons actuellement devant un endroit historique, à savoir le musée de Ali Lapointe. C'est ici que sont tombés en martyrs Ali Ammar, dit Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar. Cet endroit est le témoin de la résistance. Il accueille des visiteurs qui sont fascinés par les personnages héroïques. La Casbah d'Alger réussit à concilier passé et présent, démontrant ainsi l'esprit éternel de la citadelle algérienne. Autrefois, le mois sacré du Ramadan était un mois spécial, surtout dans la Casbah d'Alger, avec une ambiance particulière, des odeurs et des couleurs sans nul pareil.
j'adore la Casbah, j'adore son ambiance, j'adore sa culture, j'adore me balader dans ces petites ruelles, j'adore rencontrer les gens, parler avec eux, surtout parler de notre culture, Tabkeri, comment les gens vivaient, comment ils vivaient l'ambiance du mois de Ramadan. D'après ce qu'ils disent, l'ambiance du mois de Ramadan, c'était la Casbah. Et ce que j'aime aussi dans ce temps-là, c'est le qa'da, c'est vraiment le fait que les familles se réunissaient et préparaient le dîner Ramadan. La Casbah d'Alger se distingue par ses palais, ses sources d'eau, ses mosquées et son cachet architectural unique, ce quartier emblématique, riche en culture, un joyau historique avec des structures anciennes et une touche traditionnelle unique. À la fin de ce journal, la suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Guertal.